Mathieu Lecoupeau. Voilà. Donc, tout d'abord, on voulait dire un grand merci à tous les sponsors qui nous permettent d'être là tous ensemble aujourd'hui. Et on est parti. Donc, on va faire aujourd'hui un tour d'horizon des méthodes agiles à l'échelle. Donc, moi, je suis coach agile dans différentes organisations, que ce soit sur Lyon, sur Paris. Je suis aussi, comme Mathieu, dans le club Agile Rhône-Alpes de Lyon. On est aussi sur l'agilité en dehors de l'IT et on est aussi sur... moi, je suis aussi sur Open Serious Game. Pas moi. Pas moi. Mais et toi? Du coup, ouais, à peu près la même chose que toi, mais après, je traîne mes guêtres un petit peu aussi au mug de Lyon, au Jug. Je fais beaucoup de Scrum Master. J'ai fait pour différentes entreprises, surtout sur la région lyonnaise. Et voilà. Et j'accompagne Jean-Yves depuis quelques années dans les conférences à parler ensemble. Alors, l'agilité à l'échelle, c'est quoi? C'est déjà de se dire que si vous relisez le guide Scrum ou certaines choses, vous apercevez que l'agilité est construite pour une petite équipe. Et quand on a besoin d'avoir beaucoup de gens, eh ben, le problème, c'est qu'il va falloir trouver des outils, des méthodes pour que tout le monde puisse travailler ensemble le plus efficacement possible. Alors, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que vous avez quelques lois qui vont vous dire qu'à partir du moment où vous avez 3 personnes, vous avez 3 liens à piloter, dès que vous commencez à monter un petit peu de personnes, donc vous avez 4 personnes, 6 liens, 5 personnes, 10 liens, ainsi de suite, donc on arrive très rapidement, si on passe la dizaine, sur quelque chose qui devient très rapidement énorme. Si vous avez un projet avec 20 personnes, vous avez 190 relations à gérer, c'est pas facile que tout le monde s'entende bien. Une autre loi assez intéressante, c'est que plus on va rajouter des personnes sur un projet, plus on va, un projet qui serait en retard, plus on va accroître le retard. Donc, faire bien attention aussi à ça, et ça, je l'ai vécu. Et puis aussi, la structure d'organisation d'un logiciel va refléter complètement votre organisation de l'entreprise. Une petite loi aussi intéressante, c'est la loi de Dunbar, de se dire que voilà, le seuil d'individus sur lequel vous allez avoir des relations stables, donc c'est ce chercheur qui nous a gentiment dit, je vais masquer ça, que on peut avoir facilement des équipes de 5, un groupe étendu à 15, après on arrive à 35, 150, 500. Stop, Jean-Yves, oui, on voit plus les slides. On voit pas oui, tes voilà. slides. C'est pour ça que en fait, les slides ne sont pas visibles depuis le début. Les slides ne sont pas visibles depuis le début? Non, t'as pas partagé ton écran. T'as partagé le mauvais écran ou un truc comme ça. Là, c'est mieux. Bon. Alors, je reviens rapidement. Ouais, reviens sur les premières, du coup. Très rapidement, excusez-moi. Voilà. Sur se dire que oui, quand on est dans un projet agile à l'échelle, quand on a besoin de plusieurs équipes, il faut s'organiser. Les fameuses lois de se dire 4 personnes, c'est 6 relations, 20 personnes, 190 relations. Le webbook, c'est de Conway. Je continue à aller vite. La loi de Dunbar, pour justement se dire qu'à partir d'un moment, exactement comme dans l'armée, si vous regardez comment est un petit peu organisée l'armée, c'est comme ça un petit peu qu'il faut. OK? C'est à moi. Du coup, pour organiser justement et pallier à ce problème de complexité, il y a différentes approches qui ont été adoptées. Une des premières et des plus anciennes qui a été faite, c'est le Scrum of Scrum. Donc, ça a été décrit en 2001 par Jeff Sutherland. Donc, vraiment aux prémices de Scrum, c'était quasiment quelque chose qui allait de pair avec Scrum. Et c'est quelque chose d'assez simple. Globalement, c'est un représentant par équipe qui va former une nouvelle Scrum Team et pouvoir justement s'accorder ensemble pour la bonne coopération et la bonne synchronisation. Donc, il était assez simple sur le papier. Pas trop de complexité, c'était pas hyper directif. Les sprints pouvaient être à cheval sur différentes releases, des choses comme ça. Donc quelque chose de simple et souvent de pratique. Alors, il y avait quand même quelques inconvénients, c'était que les représentants dans ce groupe joint, c'était pas forcément les PO, c'était pas forcément les Scrum Masters, il y avait un peu
tout le monde, donc c'était finalement un peu l'auberge espagnole. Et parfois, ça manquait justement de cadre pour bien redescendre toutes les informations. Donc, il y avait ça exigeait une très bonne communication et une très bonne connaissance entre les équipes finalement. C'est un modèle qui a été appliqué, qui est toujours appliqué, mais en général, on le recommande assez peu au-delà de 3 équipes. Si tu peux passer à la suivante. Ensuite, si on essaye d'aller un petit peu plus loin que 3 équipes, on trouve le Scrum. Ça commence à faire beaucoup, pour essayer justement d'inclure un peu plus d'équipes. Donc, c'est pareil, c'est un représentant des représentants qui va former un nouveau groupe au-dessus encore. Donc ça devient un petit peu construction pyramidale, ce qui était finalement assez peu adopté et accepté par les équipes qui étaient en bout de chaîne, puisque ça ressemblait trop à une pyramide qu'ils connaissaient déjà trop bien. Là, par contre, en général, on retrouvait des rôles un peu plus précis et clairs, des super Scrum Masters, des Chief Product Owner, des choses comme ça. C'était souvent une évolution du Scrum of Scrum, mais qui finalement se cassait la gueule au bout d'un moment, assez instable. Et on commençait vraiment à avoir des personnes dédiées pour la communication, sans avoir un cadre qui mettait vraiment leur valeur ajoutée au centre du cercle. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut permettre de faire une transition vers des méthodologies un peu plus robustes, donc pas forcément conseillées sur le long terme. Suivante. Et ben du coup, Jeff Sutherland, il a dit bon bah c'est bien, on Scrum, c'est un peu léger. Et ben il a fait le Scrum at Scale. Ça a été défini en 2018, donc finalement assez récent. Et là, par contre, il a bien documenté, bien référencé. Donc là, vous pouvez vraiment trouver des ressources, des personnes qui peuvent vous aider à mettre en place ce genre de méthodologie. Donc c'est vraiment typiquement dans la lignée des SOS et SOSSS. Donc une bonne idée, un framework comme les autres, on va dire, pour vraiment monter à l'échelle. Mais pareil, de mon côté, je trouve que ça fait très pyramidal. Si on regarde un petit peu les graphiques en bas de l'écran, on trouve des choses très pyramidales. Mais finalement, c'est quelque chose qui semble robuste. Un des gros inconvénients de cette méthode-là, c'est qu'elle est jeune et du coup, moi, j'ai vraiment aucun retour d'expérience de mise en place de cette méthode. Et le peu que je lis sur Internet, les gens ne sont pas, en général, pas allés au bout. Il y a souvent Safe qui est passé dans le coin. Donc finalement, cette méthode-là, c'est presque à vous de vous faire votre idée, d'aller voir ce qu'il en est. Ça peut convenir à des équipes, mais voilà, à expérimenter par vous-même, je dirais. À toi? Ou encore moi? Nexus, c'était toi? C'était encore moi, Tiens. désolé. Nexus, qui lui a été fait par Ken Schwarberg, donc l'autre co-auteur de Scrum. Donc ça a été fait en 2015, un peu plus ancien. Là, il y a vraiment eu une réflexion de comment on va créer cette équipe de coordination et d'intégration finalement de multiples équipes. Et donc tout le cœur de cette méthode-là, c'est vraiment sur la création de cette équipe d'intégration, qui sont souvent des représentants, mais avec des profils bien particuliers des différentes équipes en dessous. Elle a l'avantage, en fait, cette équipe d'être au debout de la chaîne de la création d'une valeur et de la création, de la construction du produit. Donc, en général, elle fait la planification et les grooming en amont de toutes les autres équipes. Et derrière, comme c'est l'équipe d'intégration, c'est bien elle qui va être en charge de pouvoir mettre en production, si elle le juge nécessaire, ce qui a été produit par les différentes équipes. Voilà, donc Nexus, il y a aussi de la documentation, il y a aussi des choses qui sont plutôt bien cadrées. En général, on ne monte pas au-dessus de 9 équipes, donc on est un petit peu au niveau du Scrum of Scrum. Donc voilà, c'est une méthode qui a été appliquée, où on peut retrouver un petit peu de Rex, mais assez peu malheureusement encore, surtout en France où là c'est désert complet. J'ai vraiment pas trouvé grand-chose là-dessus. Mais voilà, avec cette équipe d'intégration dédiée, on arrive à avoir une bonne coordination et une bonne intégration de ce qui est livré.
Donc on arrive à avoir des mises à l'échelle moyennes qui sont correctes. Les démos, une des choses les plus importantes dans cette méthode, c'est que les démos sont un assemblage général pour bien montrer que ça représente un ensemble. Toutes les équipes, même si elles sont divisées en équipes, sont focalisées sur un seul produit. Voilà. Là, c'est à toi. Spotify, le modèle est très connu, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que c'est pas un modèle, dans le sens où c'est sorti d'un article où Spotify expliquait voilà comment nous on a fait, ne faites pas comme nous. Et tout le monde s'est dit on va faire comme eux. Donc, si vous regardez un petit peu comment c'est organisé, comment c'est piloté, vous allez vous retrouver avec une squad, qui est une équipe Scrum. Là-dessus, vous allez avoir un PO, et donc vous allez avoir des sujets transverses qui vont être travaillés sur des chapters. Quand on a plusieurs équipes, on va faire une tribu, et quand on a des choses qui sont intertribus, on va faire des guildes. Alors c'est très sympa, mais le petit gars qui est là, il va travailler sur 4-5 sujets. Et avec 4-5 sujets, ça va être un petit peu compliqué d'avoir quelque chose qui sont un petit peu cohérents. Il va être un petit peu tiraillé de 4 côtés. Et forcément, ça ne sera pas forcément bon. Donc, n'oubliez pas, Spotify, c'est pas quelque chose que ça a l'air simple sur le papier, mais ça nécessite culturellement énormément de choses. C'est-à-dire que des gens soient autonomes, soient responsabilisés, ainsi de suite, ce qu'on ne trouve que très très rapidement dans les cultures d'entreprise qu'on retrouve en France. Donc, si vous voulez utiliser ce modèle-là, il faut d'abord travailler sur la culture de votre entreprise. Et ce qu'on fait un petit peu trop rarement, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui ne marche pas. On reviendra dessus sur ce modèle-là parce qu'il y en a des déclinaisons. Ensuite, on va se retrouver avec LESS. LESS qui est aussi assez bien documenté. Vous avez pas mal de choses. Donc, vous avez 2 types de LESS. Vous avez le LESS normal et vous avez le Huge LESS. Je vais en parler un petit peu plus tard. C'est complet. Tout le monde est sur le même rythme. Donc, on va retrouver des choses que beaucoup de gens utilisent dès qu'ils sont sur plusieurs équipes. Hélas, assez peu diffusé en France. Donc, vous allez avoir pas assez d'experts disponibles pour pouvoir vous faire accompagner. Moi, ma conclusion, c'est pourquoi pas. Et donc, le Huge LESS, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et vous avez un super PO avec des assistants PO, des area product owners, ainsi de suite. On arrive à Safe. Alors, Safe, j'ai la chance, le plaisir et le bonheur d'être certifié Safe. J'ai la chance, le plaisir et le bonheur d'avoir travaillé sur des projets Safe, d'avoir accompagné des équipes à monter dans des trains, avoir accompagné les trains, tout ça. Ça marche assez bien, mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait eu un accompagnement. Et trop souvent, on voit qu'il y a des trous dans la raquette. Ou bien on a oublié de parler de la valeur, ou bien on a oublié d'accompagner le changement culturel. Et parfois, on est capable de se retrouver avec des organisations qui font du safe sans faire de l'agile. Parce que safe reste un truc d'organisation. Vous n'avez même plus besoin de faire de l'agile. Ce qui me gêne un petit peu. Donc, c'est complet, piloté par la valeur en théorie, très diffusé. Vous allez trouver des experts, des certifiés safe un peu partout. La hiérarchie est très contente parce que elle va pouvoir se dire, moi maintenant, j'étais chef d'équipe, j'étais chef de division, je vais me retrouver solution manager, STE, ainsi de suite. Bon. L'inconvénient, c'est que c'est très rigide structurellement. Même si on parle d'amélioration continue, vous allez rester dans le cadre. Donc, compliqué. Donc, c'est bien ce que je veux vous passer comme message. C'est à utiliser, mais avec des bonnes personnes pour que ça se passe bien. Si vous le prenez from the book, ça se passe moins bien. Derrière, oui, on va parler de plein de choses un petit peu à la mode qui sont le business agility et tout ça, mais bon, on en reparlera. À toi. On t'entend pas. J'ai coupé le micro, désolé. Du coup, tu me laisses sur Safe, mais tu viens d'en parler. Non, je suis sur Discipline Agile, là. Ah, mon écran a figé. Vous voyez Discipline Agile? Nope. Bon. Enlève ton partage et remets-le, du coup. Aïe, aïe, aïe. Au moins, c'est bon, c'est bien, on pose une question, ça répond nickel. Voilà, Discipline Agile. Qui connaît Discipline Agile? Tu vois la carte, la feuille?
Oui, oui, c'est bon, voilà, c'est partagé. Non, non, oui, ah, si, un petit peu. Non, oui, non, non, non. OK. Donc, plutôt des noms. Plutôt des noms. OK. Alors, discipline agile, c'est une méthodologie qui a été faite par je ne sais plus qui était au sein d'IBM, désolé pour le trou. Mark Euh, Line. Artline, ouais. En 2012, il me semble. Bon, ça a été racheté dernièrement par le PMI, donc vous allez peut-être en entendre un petit peu plus parler. On a perdu les slides, c'est revenu. On vient là pour découvrir. Bah oui, mais Ken. C'est quelque chose qui se veut le concurrent direct de Safe, clairement. Par contre, en ayant une approche vraiment différente. Donc, on voit que là, sur cette slide-là, on retrouve un petit peu l'idée des différentes couches de Safe avec la définition de rôle, avec la définition des postes. Voilà. Il y a aussi toute cette partie-là de définition, d'accompagnement de la base jusqu'au top management. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait un petit peu la force, d'après moi, de DAD, si tu peux passer la slide. Plus de slides, on me dit. C'est revenu? Moi, C'est j'ai bon, vous encore le voyez les slide. slides là, c'est bon là? Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'il voit ou qu'il voit plus les slides? Moi, je vois les différents cycles. Ok, Oui, merci. c'est bon, ok. Donc voilà. Ce qui fait la force de DAD, c'est justement qu'il est beaucoup moins prescriptif que Safe et il va vous laisser une plus grande liberté dans beaucoup de choses. Déjà, il va se focaliser sur là où vous en êtes. Il va prendre la température de votre entreprise, de votre organisation, sur savoir où est-ce que vous en êtes et sur quel axe vous allez pouvoir vous améliorer. Donc là, on voit un petit radar. Donc souvent, il y en a quelques-uns à remplir pour pouvoir vraiment une image et pouvoir définir un plan d'action pour la suite. Ensuite, autour de ce graphe, vous voyez qu'il y a il y a différents cycles de vie, et c'est là aussi sa force, c'est qu'il ne vous limite pas à Scrum ou comment, comme le fait Safe dernièrement, c'est qu'il peut s'adapter et il vous propose, mais il n'impose rien. Et c'est là où vous pouvez faire vraiment votre agilité. Il vous propose un cycle de base, des choses de base. Il vous propose vraiment une boîte à outils. Vous la prenez, vous l'appliquez, vous l'expérimentez, mais derrière, ce n'est que du should. Donc, c'est vraiment que à vous de faire votre boîte à outils derrière, de laisser de côté ce que vous voulez, de prendre ce qui vous va. Et c'est là où sa force est dans l'adaptation. Euh, alors par contre, comme beaucoup de liberté implique aussi beaucoup de responsabilité, dans le sens où vous pouvez vite faire de la merde et vous engager dans une mauvaise voie. Donc c'est là aussi où derrière, il faut trouver les bonnes personnes qui vont vous accompagner, les bonnes équipes aussi qui vont construire votre solution, que vous n'ayez pas que des juniors qui tombent de n'importe où parce que vous allez dans un mur, que vous ne prenez pas que des coachs à 2000 € la journée, mais qui sont dans une tour d'ivoire. Donc voilà, DAD est vraiment une méthodologie très intéressante. C'est aussi surtout sa boîte à outils qui est assez impressionnante. Si vous allez gratter dans leur documentation, ils vous fournissent à partir d'une thématique particulière toute une boîte à outils très bien expliquée qui ne sont souvent qu'une collecte de ce qui existe déjà. Typiquement, vous allez retrouver les daily, vous allez retrouver les grooming, les user stories, donc voilà, ils ont essayé de reprendre toutes les bonnes pratiques, de regrouper ça dans un joli package, de vous présenter ça de manière logique pour que vous, derrière, vous puissiez l'appliquer. D'ailleurs, leur bouquin de référence, c'est WOW, c'est Way of Working, c'est pas le jeu de rôle, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment Way of Working, c'est votre chemin, votre voie pour l'appliquer l'agilité. Donc c'est vraiment une méthodologie qui est intéressante, mais qui n'est pas à prendre en l'état. Je suis by the book, sinon vous allez vous planter comme beaucoup d'autres. Même si j'ai pas d'action dans le bouquin, vous pouvez trouver le bouquin sur un site qui commence par A et qui finit par zone. Et franchement, vous avez 300 pages. Enfin, vous avez 100 pages qui vous parlent un petit peu de la méthode, et vous avez les 300 dernières pages qui vont vous expliquer quel va être le meilleur outil à choisir. J'ai un problème sur mes tests, dans tel cas, vers quel outil je peux aller choisir. Et derrière, il vous liste les outils, vous dites dans quel cas il vaut mieux, dans quel cas il vaut mieux pas. Et derrière, on va repartir de quelle est ma culture, quelle est mon entreprise, quel est mon produit, et ça va
me permettent de mieux choisir, est-ce que je dois faire du TDD, est-ce que je dois faire du test first, est-ce que je dois faire du DDD, ainsi de suite. Alors malheureusement en France, c'est assez peu répandu. Alors le PMI, vu qu'il l'a racheté, justement, ça commence à venir un petit peu, c'est diffusé. Mais point de vue retour d'expérience, ben, on en manque. Franchement, côté français, on va en trouver du côté canadien, on va en trouver du côté américain. Euh, Pas forcément orienté IT, ils ne se veulent pas forcément orienter IT, mais bon, il y a quand même pas mal de bases IT derrière. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, va creuser un petit peu son trou dans les années à venir, en concurrence de Safe, parce qu'il y a des gens qui ont des grosses désillusions sur Safe. Donc je pense que ça va être une alternative qui va être de plus en plus regardée. On va faire un retour d'expérience fin janvier. On est en train de monter une conférence avec un acteur France plus international qui utilise DAT depuis plusieurs années et qui va nous parler justement de qu'est-ce que ça lui a apporté. Et justement, il n'a pas suivi From the Book. Quelques croisements. Alors oui, il est tellement facile de se dire que je vais prendre un petit bout de Scrum avec un petit bout de cycle en V, je vais faire quelque chose, ça va être génial, ça sera pour chez moi. Ouais, sauf que ça marche pas très très bien. Parce que pour l'avoir vécu avec certains Scrum Masters, chefs de projet, directeurs de projet, quand on enlève quelque chose, ben forcément, si c'était là, c'est qu'il y avait un besoin, c'est que ça servait à quelque chose. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont enlevé tout ce qui les embêtait. Donc, ils font plus de planning, ils font plus de burn-out parce qu'on est en cycle en V, on ne fait pas de planning parce qu'on est en agile. Et derrière, on se retrouve avec un machin complètement informe, c'est un globi-boulga et ça ne marche pas, évidemment. Donc, quand on enlève quelque chose, on fait bien gaffe. Pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé? Est-ce qu'on est certain qu'on l'a enlevé pour de bonnes raisons et pas parce que juste ça nous embêtait? Spotify est safe. Ah, oui, il y en a qui se sont dit, on va mettre ces deux trucs-là. Mais bon, il y a déjà eu plusieurs conférences en 2018 qui disaient déjà que ça ne marchait pas. Et pourtant, dans certaines entreprises, on y croit encore. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Spotify plus Scrum No Scrum, j'en parlerai pas parce que ça ressemble plus à rien. Là. Alors, Scrumbot, est-ce que tu veux en dire deux mots? Oui, pourquoi pas. Alors le Scrum Bot, c'est un terme qui a été un petit peu utilisé il y a quelques années. C'était souvent dans le sens parce que quand les gens essayaient de mettre en place Scrum, ils disaient oui, on fait du Scrum, mais il y avait toujours le petit mais qui était glissé dessous et qui en général cassait tout le bel édifice. Donc c'est ce qui a été dérivé en Scrum Bot. Mais voilà, derrière, ça pouvait être légitime. Mais souvent, ceux qui nous disaient ça, il y avait anguille sous roche, on va dire. Ouais. On fait du Scrum, mais on ne fait pas de rétro. On fait du Scrum, mais on ne fait pas de sprint. Tu dis, oh les gars, il y a un truc là. Voilà. Donc, les croisements, ça peut être super adapté, c'est vrai. Mais comme je vous dis, si vous enlevez un truc, vous risquez de perdre en cohérence. Donc, bien vérifier de temps en temps, de se dire au fait, notre truc qu'on a construit, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est valide? Et plutôt que de l'avoir gravé dans le marbre pour des années, et finalement, ça ne marche pas. Mais bon. Alors, on s'est permis quelques catégorisations sur ce qu'on a appelé, nous, des frameworks simples, donc Spotify, Scrum of Scrum, Scrum of Scrum of Scrum. De l'imbriqué, c'est-à-dire qu'on a pris ou Scrum ou Kanban plus un truc, donc ça va être Nexus, ça va être Scrum at Scale, ça va être Safe, ça va être Less et Hugeless. De l'hybride, alors je te mets un peu de Scrum avec un peu de cycle en V, un peu de machin, bon. Et puis les frameworks de framework, et c'est là où on a parlé de discipline agile. Alors cette catégorisation-là, c'est nous qui nous la sortons du chapeau. Et après, vous pouvez tout à fait la remettre en question. On est tout à fait ouvert à la discussion là-dessus. Voilà, c'était notre vision de la chose. Donc les frameworks simples qui ne se basent que sur eux-mêmes, en fait, ils sont autoportants. Les frameworks imbriqués où ils se sont portés sur autre chose, donc souvent sur Scrum, hein, pour Safe, pour Scrum at Scale, etc. Et voilà. Ce qu'on voulait aussi apporter, j'espère que vous voyez maintenant l'image, Oui. Si vous connaissez un petit peu l'agile bullshit, c'est de se poser des questions, est-ce qu'on est vraiment agile? La 6e question est super importante, c'est de se dire, est-ce que les équipes peuvent changer la façon dont ils travaillent en fonction de ce qu'ils ont appris? Reposez-vous cette question dans votre organisation. Est-ce qu'on a figé un système, des process pour les équipes, et puis derrière de se dire, on ne changera jamais? On se rappelle un petit peu quand même que
dans les principes et dans les valeurs, on parle des individus avant les process. Et là, on revient, dès qu'on parle de framework à l'échelle, oui, des individus avant les process. Oui, il faut qu'ils arrivent à se coordonner, mais qu'est-ce qui est important, c'est que ce soit des individus que ça marche, et que ça marche. Le problème, c'est que souvent, ces frameworks partent d'une idée fausse, voire très fausse. C'est de se dire qu'on ne peut pas utiliser la même chose tout le temps, partout, quelle que soit la taille de l'équipe, quel que soit le domaine, quel que soit le mode de fonctionnement. Nous, on a des prestats, nous, on fait tout en interne, nous, on a des gens en offshore, en nearshore, ainsi de suite. Quel que soit le type d'équipe, on a parlé dans d'autres conférences de fuseaux horaires et de problématiques de ce genre. Quelle que soit la culture de l'entreprise, une entreprise ne réagit pas de la même façon si elle fait des prêts bancaires, si elle construit des camions ou si elle fait des vaccins, quel que soit le domaine, justement. Donc, cette idée fausse, c'est de se dire qu'on donnerait la même pilule à tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas rentrer chez le médecin et que tout le monde ressorte avec le même médicament. C'est exactement la même chose avec les frameworks. Au sein même de votre organisation, en fait, il peut y avoir des variations. Et en général, c'est même sain d'avoir des variations. Celui qui fait du support à l'utilisateur, il ne va pas avoir le même cycle de vie que celui qui va construire votre V3 de votre application. Donc, c'est en ça que l'agilité doit s'appliquer différemment, même au sein de votre entreprise. C'est à moi. Alors, le mindset, c'est aussi quelque chose, ça rejoint un petit peu justement de la même pilule pour tout le monde. Il y a faire de l'agilité et être agile. Faire de l'agilité, c'est prendre le bouquin, l'appliquer et mettre tout en place pour appliquer le bouquin sans réfléchir plus loin. Et être agile, j'ai dit l'inverse ou pas? J'ai dit une connerie ou pas? Ça, c'est faire de l'agile. On fait de l'agile, on respecte le bouquin. On est agile, et on met en route ses neurones et justement, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait qu'il faut mettre en place cette pratique ou pas. Et comment on peut négocier avec les règles pour vraiment s'adapter à nous. Si toutes les entreprises étaient calquées sur le même cycle, sur le même bouquin, il n'y aurait aucune saveur. Aucune entreprise ne se différencierait. Ils évolueraient à la même vitesse, ils feraient les mêmes innovations ou pas, et ça n'irait pas dans le bon sens. Voilà. Allez, suivante. Donc, c'est là où justement, quand on applique l'agilité à petite échelle, on peut être encore sur, c'est le chou Harry celui-là, hein, oui. On peut être encore sur le chou ou sur le A. On va expérimenter, on va comprendre toutes les mécaniques, les subtilités. Et quand on va essayer de passer à l'échelle, il faut absolument avoir des personnes qui sont dans les personnes qui sont là pour remettre en cause les règles, qui sont là pour inventer des règles, qui sont là pour vraiment customiser, pour personnaliser l'application même de l'agilité à votre entreprise. Sans ça, vous allez droit dans le mur. Allez, voilà, celle-là, je te la laisse parce que c'était la tienne, celle-là. C'est toujours la question du chouari pour se dire, d'abord, je ne sais pas ce que je dois faire. Et donc derrière, exactement comme au judo ou dans tous ces sports japonais, on va te donner une ceinture blanche, une ceinture jaune. Et derrière, tu vas suivre la règle. Tu vas obéir. Comme vient de le dire Mathieu, ça peut être utile au début. Ça peut être utile sur des petites équipes. Mais derrière, vous allez devenir conscient de votre compétence. Donc, vous allez être capable de pouvoir vous dire, OK, je suis capable de transformer un petit peu mon modèle Scrum, mon modèle Kanban pour que ça soit plus adapté à mon produit, mon équipe, ma culture. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à être optimisé et optimiser complètement le framework. Et là, derrière, vous allez pouvoir vous détacher du framework pour pouvoir aller bien plus loin et gagner encore en efficacité parce que vous aurez des gens qui auront pris le recul sur l'organisation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce qu'on va mettre ce cadre? Pour que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour être efficace. Le modèle Spotify est un très bon exemple de ça, justement. C'est qu'ils sont allés au-delà des règles qui étaient édictées à l'époque pour trouver leur propre voie. Donc, typiquement, le modèle Spotify est une très bonne application, un très bon exemple d'agilité à l'échelle. Même si le modèle qu'ils ont présenté et que tout le monde recopie ne fonctionne pas ou difficilement avec beaucoup de monde, mais c'est
l'exemple du chemin qu'il faut parcourir pour vraiment arriver à trouver sa voie. Donc, qu'est-ce qu'on fait en agile? Est-ce qu'on est vraiment agile? Est-ce qu'on utilise de bons outils? Et comment est-ce qu'on peut améliorer notre agilité? Est-ce qu'on est capable d'utiliser le bon process? Et que vous soyez sur n'importe quel framework, vous devez avoir le temps, de temps en temps, de lever le nez du guidon pour vous dire, est-ce que ce que je fais, c'est la meilleure façon pour mon équipe, pour mon projet, d'être le plus efficace? Parce que, ce que dit quelqu'un d'un petit peu connu qui s'appelle Deming, c'est que 95% d'un système vient de la conception du système. Ça sert à rien d'avoir des gens à qui on va demander de ramer plus vite si on ne va pas dans la bonne direction. Donc, c'est super important d'être capable de se reposer des bonnes questions. C'est pour ça que, personnellement, on travaille sur beaucoup de frameworks parce que, justement, on veut pouvoir trouver ce qu'il y a de mieux et de meilleur dans les différents frameworks. Et personnellement, moi, je considère tous ces frameworks comme des livres de cuisine. Parce que, en tant que coach, mon boulot, c'est de connaître un maximum de recettes. Et mon métier, c'est d'adapter la bonne recette en fonction du produit, de la culture et de l'entreprise. Si je viens vous poser un framework sur la table sans connaître votre entreprise, votre culture, vos équipes et comment elles fonctionnent, ben, j'ai une chance sur 2 que ça ne marche pas. Et encore, je suis gentil avec une chance sur 2. Sauf que donc c'est bien de se renseigner, c'est bien de connaître les frameworks, les différentes méthodologies, mais toujours en ayant pleine conscience de leurs limites. C'est pour ça que justement on utilise Open Service Game pour travailler sur pas mal de choses. C'est pour ça que vous pouvez nous retrouver au meet-up du CARA, sur l'agilité en dehors de l'IT et plein de choses amusantes. Il nous reste 12 minutes pour des questions-réponses. Si tu veux continuer? Ouais, on passe aux questions-réponses. Allez. Alors, il y a le rôti express. Hein, si vous voulez faire un petit rôti sur notre présentation, il n'y a pas de souci. Safe, n'est-ce pas le revanche des managers et de la roadmap? Alors, Safe, en fait, c'est un très bon produit marketing si on le regarde sous cet angle, dans le sens où déjà le nom est rassurant. On vous apporte une méthode Safe. Allez-y les yeux fermés. Et il n'a pas été vendu aux équipes faisantes, aux fabricants, aux constructeurs, aux développeurs. Il a été surtout vendu, en effet, aux managers, à la direction, en disant « Regardez, Spotify, ils ont fait un truc magnifique. Nous, on a une méthodo. Vous avez qu'à suivre le bouquin et vous êtes agile. » Donc, d'un certain côté, oui, en effet, Safe est pas mal orienté justement sur ce business. Après, c'est pas non plus un défaut dans le sens où l'agilité qui reste au niveau technique n'est pas suffisant. Donc, de ce côté-là, Safe a comblé un manque en disant la technique, c'est bien, on se base sur Scrum, maintenant, il faut aussi agilifier au-dessus. Donc, là-dessus, ils avaient raison. Tout à fait. Et Safe a un petit peu, comme le dit Mathieu, Safe a un petit peu été vendu comme a été vendu SAP avant, où SAP a été vendu à toutes les directions, où toutes les directions avaient son petit logiciel, et il n'y avait aucun logiciel qui parlait les uns avec les autres. C'est-à-dire la prod n'était pas capable de parler avec le marketing, qui n'était pas capable de parler avec la formation, ainsi de suite. SAP était arrivé en disant « Moi, je mets un modèle pour tout le monde ». C'est ce qui s'est passé avec Safe. On a mis un modèle pour tout le monde. C'est un énorme avantage, c'est qu'on est obligé jusqu'en haut de parler d'agilité. Et pas de dire non, mais c'est juste les développeurs qui seront agiles. Ça ne peut pas marcher, ça. Question suivante. Vous avez une idée de pourquoi Safe est si populaire en France? J'étais coach agile en Allemagne, il y avait une plus grande variété des modèles utilisés. Ça serait super intéressant que tu nous fasses une conf avec Arix de ton expérience allemande. Pour la raison, je ne sais pas vraiment. Je pense que culturellement, les dirigeants sont plus rassurés d'avoir un bouquin sur lequel se reposer et un organisme de certification et des prestats pour pouvoir taper dessus quand ça ne marche pas. Que peut-être en Allemagne, ils sont plus dans le consensuel et je ne sais pas. Je ne connais pas assez l'Allemagne pour te dire pourquoi en France ça a si bien fonctionné. DAD est adapté à combien d'équipes? Eh ben, il y a plusieurs modèles d'agilité à l'échelle prévue dans DAD, donc il n'y a aucun souci et j'espère qu'on va pouvoir parler de DAD sur plus de 1000 personnes très prochainement.
Ok, celle-là après elle a été faite. Revanche des managers. Discipline agile avec le PMI et ses certifications, n'est-ce pas la revanche marketing safe? Oui, d'un certain. Oui, il y a la grosse machinerie PMI qui est derrière DAD maintenant. Donc c'est la revanche marketing d'un certain côté, oui. Après, faut faire la part des choses. Il y a des bonnes choses à regarder dans DAD quand même. Mais oui, en effet, derrière le PMI, c'est une grosse machine. Je reviendrai un petit peu sur les certifications. Pour moi, les certifications, c'est quelque chose qu'on avait déjà dit avec Mathieu il y a plusieurs années au CAR à Lyon. Une certification, c'est exactement comme le code de votre permis de conduire. C'est pas parce que vous avez une certification que vous savez conduire. Mais par contre, ça va vous apprendre déjà les bases. On ne va pas vous lâcher sur la route sans aucune base. Ouais. Après, une certification n'est pas utile pour vous principalement. Elle est souvent utile à celui qui va vous recruter, à celui qui va vous prendre pour réaliser cette transformation. Ça, lui, ça le rassure d'un certain côté de savoir que vous avez un minimum, un socle, pour pouvoir remplir votre mission. Mais derrière, on peut très bien être certifié et être mauvais, et ne pas être certifié, comme beaucoup en France et ici à Grenoble, ne pas aimer les certifications et être très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dad, quels sont les Rex? C'est jeune aussi, non? Alors, c'est pas hyper jeune, parce que c'est 2012, si je dis pas de conneries, le bouquin. Mais en Rex français francophone, il n'y en a pas des masses, hein, comme je disais un petit peu au Canada, aux États-Unis, puisque c'est IBM derrière, une personne au sein d'IBM qui a fait ça. Et on va mais bon, on va en Jean-Yves faire un fin janvier. Ça sera annoncé, je pense, au PMI et très certainement sur peut-être au moins mon LinkedIn, ça c'est sûr. On fait une conf fin janvier sur un retour d'expérience d'une entreprise française ouverte à l'international, qui a des équipes partout en Europe, qui a utilisé Discipline Agile Delivery dans son mode d'organisation bien avant que ce soit racheté par le PMI. Et donc, c'est là-dessus dont on va parler. Safe, pourquoi une désillusion? Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, tu peux. Ouais, c'est mon idée. Pourquoi une désillusion? Parce que Safe beaucoup d'entreprises ont essayé d'appliquer Safe de manière assez brutale à des personnes qui n'étaient pas forcément demandeuses et sans formation avant. Donc forcément, quand on essaye d'appliquer une nouvelle méthodologie, quand on connaît la réticence des gens au changement, ça fait des étincelles. Et en plus de tout ça, c'est que l'application a été très rigoureuse. Bien sûr, on prenait des personnes qui étaient certifiées, qui coûtaient très très cher, donc forcément, ces personnes venaient en costard-cravate et en face des équipes de dev, ça pouvait faire beaucoup plus d'étincelles. Donc, il manquait une certaine intelligence, une certaine souplesse et une compréhension de l'humain pour une bonne application de Safe. Personnellement, je pense que Safe pouvait très bien fonctionner, aurait pu très bien être mieux adapté aux entreprises, mais comme ça a été vendu aux managers qui faisaient beaucoup de top-down, et ben, comme beaucoup d'organisations, ça s'est cassé la gueule si c'était mal vulgarisé et mal préparé le terrain. Et on peut faire des choses très très bien dans Safe. Le seul souci, c'est on l'a écrit gentiment, c'est faites-le avec les bonnes personnes. Quand vous avez des coachs agiles, enfin des coachs Safe qui ne sont pas agiles, qui n'ont pas parlé de valeur aux équipes, qui n'ont pas parlé de Scrum, qui n'ont pas parlé de courage, engagement, tout ça, on se retrouve avec quelques aspects positifs dans l'implémentation de Safe. Maintenant, les équipes se retrouvent avec le droit de dire ça, on ne peut pas faire. Et c'est déjà énorme. On se retrouve avec 2-3 autres aspects positifs comme le PI planning où justement on remet tout sur la table et on prend un engagement tous ensemble. Ça, c'est vraiment des belles avancées. Mais si vous n'êtes pas piloté par la valeur et que vous continuez à faire des plannings et que vous continuez à faire du top-down en disant les gars, je vous ai fait 15 slides de ce qui est urgent et prioritaire, ouais, ça va être un peu compliqué de faire quelque chose de propre, quoi. Alors dans IDEA, c'est quoi IDEA? Je connais pas. Je sais pas. Si celui qui a posé la question dans le chat peut nous dire ce que c'est IDEA. Quelles sont les pratiques ou mécaniques proposées pour faire interagir les équipes? Sachant que je ne sais pas qui est... Bon, pour l'instant, on le laisse de côté. L'autre question, c'est DAD, pardon. Ah, ok. Quelles pratiques ou mécaniques proposées pour faire intégrer les équipes?
Il y en a tout un panel. Et c'est là où il faut avoir une bonne connaissance du tout. Là, je pourrais pas répondre comme ça parce que, en fait, comme il ne fait que des préconisations, on peut prendre tout moyen pour mettre en place cette communication et interaction. Ça va franchement de faire un kick-off, tout type de choses en fait. Je sais plus. Là, j'ai un trou, Jean-Yves, si tu peux m'aider. On va retrouver des mécanismes qu'on a revus à droite à gauche, que ce soit des équipes de Scrum of Scrum, des communautés de Scrum of Scrum, des communautés de PO où justement ensemble on va travailler sur les backlogs pour se dire est-ce qu'on est capable ensemble de déterminer ce qui va être le mieux pour le produit et construire ça ensemble. Et derrière, amener ce super backlog priorisé à toutes les équipes pour pouvoir qu'ensemble, chacun pioche. Mais on va très certainement refaire plusieurs conférences sur DAD très prochainement. On a un programme qui devrait aller jusqu'en avril. Donc, n'hésitez pas à revenir nous voir. Ok. Question suivante. Quelle méthode permet, selon vous, de mieux gérer les produits composés de plusieurs composants développés par des équipes autonomes et agiles? Alors, tout dépend si ce qui est produit au final sont des applications indépendantes ou vraiment une application unique construite à partir de sous-composants. Là, il faut un peu plus de contexte, Joachim. Ouais, là c'est difficile de répondre comme ça. C'est suivant votre contexte. Ça dépend énormément d'autres contextes. Je dirais que si c'est des équipes qui sont peu rompues à l'agilité, commencer petit, faire du Scrum, peut-être voir une application sur du Safe s'il y a vraiment de la mise à l'échelle, pourquoi pas. Si c'est des équipes qui sont déjà bien rodées à l'agilité, faire un tour du côté du Spotify, parce que c'est quand même apprécié par quelques communautés. Pourquoi pas du DAD? C'est vraiment suivant le contexte là-dessus. Analysez bien votre culture, votre contexte, votre produit et justement cette maturité de vos équipes autonomes pour pouvoir vous dire quels sont leurs rythmes, leurs rituels de fonctionnement et qu'est-ce qui ensemble va être le moins d'effort pour pouvoir les coordonner plutôt que de leur imposer un truc qui va être le même pour tout le monde et la marche sera peut-être beaucoup trop importante pour certains. Leur laisser le choix de comment ils vont appliquer l'agilité à l'échelle, c'est peut-être aussi un bon truc. Ça peut être une style entreprise libérée, holacratie, des choses comme ça. Ça va dépendre de leur culture et de leur niveau de maturité et donc d'autonomie. S'il n'y a pas d'autres questions, super bien. Ah, on est même en avance. Merci beaucoup Jean-Yves et Mathieu. Vous avez en plus fini pile à l'heure en intégrant un long échange de questions, donc bravo. Merci beaucoup. Je vous invite à remplir le Rôti Express pour donner vos feedbacks sur cette conférence. Et puis, les prochaines conférences commencent à 16h55, dans 15 minutes. En attendant, n'hésitez pas à aller dans l'Atrium, échanger, aller voir nos sponsors, partager. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure en Macalou, dans un quart d'heure. Et merci encore à Jean-Yves et Mathieu. Vous pouvez les applaudir. Merci. Bonne journée. Ah, les plateformes enregistrées, magnifique. Merci. Merci. Au revoir.